Amis téléspectateurs, bonjour et merci d'avoir choisi la télévision nationale tchadienne pour vous informer. L'entretien de la rédaction, nous recevons cet après-midi Monsieur Saleh Kebzabo, figure emblématique de la vie politique tchadienne, l'un des grands acteurs de l'accord historique de Doha, mais aussi et surtout l'un des grands acteurs du dialogue national inclusif et souverain. Monsieur Saleh Kebzabo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Président Kebzabo, vous êtes l'un des artisans de l'accord historique de Doha du 8 août dernier. Quelle stratégie avez-vous adoptée pour ramener à la maison un grand nombre des ex-politico-militaires? Il est d'abord important de dire que l'accord de Doha nous a pris 5 mois. 5 mois pleins de séjour à Doha. Ça ne reflète pas exactement les problèmes ou les réalités, les difficultés et autres qu'on a rencontrées. C'est pas ça. On a, avec l'aide des Qataris, tout a été vraiment mûri, réfléchi, exécuté patiemment. Il n'y a pas eu d'improvisation, il n'y a pas eu de choses faites dans la précipitation. Ça c'est l'aspect important de la méthode qu'il faut souligner. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y avait la disponibilité de tout le monde, la disponibilité de nos amis dits politico-militaires, disponibilité à rentrer au Tchad. Ça, c'est important. Mais ils sont politiques. Donc, par conséquent, ils se sont accrochés à certains aspects à plusieurs reprises, et de façon même très volontaire, voire volontariste. Mais en négociation, vous savez, c'est comme ça, il faut être patient. On jette le pion un peu loin, vous courez le rattraper, il est reparti, ainsi de suite. Mais la volonté commune de parvenir à un accord était très forte. Même les extrémistes, entre guillemets, comment il faut les appeler, ont rejoint finalement la famille de la signature. Et les rares qui n'ont pas signé, pour des raisons objectives, que moi je comprends, 2, 3 mouvements réellement présents sur le terrain, je pense que c'est une question de temps. Moi, je ne suis pas du tout découragé. Pour tout vous dire, j'étais en rapport avec l'un d'eux hier soir. Donc, on a gardé le contact. On va continuer à discuter. Vous avez vu que Madame Assil est rentrée. Donc, elle est rentrée, elle n'avait pas signé. Son mouvement a signé. Donc, c'est en marche. C'est en marche et avec beaucoup de patience. Je crois que c'est le Tchad qui y gagnera. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris que c'est vraiment l'intérêt supérieur de notre pays qui compte. Et pourvu de ce point de vue, que l'accord soit après être signé, il faut qu'il soit exécuté. C'est un peu ça la faiblesse de notre pays. On oublie d'exécuter les accords qu'on signe. Mais cette fois-ci, nous sommes là. On va insister. On va suivre, on va interpeller, on va tout faire pour que les accords qui sont signés là soient respectés. Toutes les clauses doivent être respectées. Et à la lettre. Il y va de l'avenir de notre pays, puisqu'on a signé. Si on ne voulait pas signer, il ne fallait pas signer. On l'a accepté. Donc il faut l'appliquer. Et je crois que c'est ça qui interpelle aujourd'hui le gouvernement. Sans, je l'ai dit l'autre jour, sans cet accord, il n'y avait pas de dialogue. Dialogue, bien sûr. On a eu cet accord, on ne peut pas tourner le dos à l'accord. Il faut le respecter. Ok. La transition prolongée pour 24 mois, le général Mohamed Idriss Déby Itno investi président de transition. Alors, quelle analyse faites-vous? C'est un aboutissement logique, aboutissement tout à fait normal et j'allais même dire prévisible, parce qu'on n'a pas organisé le dialogue pour échouer. Même si un certain nombre d'extrémistes appelaient Dieu à l'échec. Mais Dieu avec le Tchad. Et je crois que le travail qu'on a fait, il est remarquable. Ce n'est pas le travail d'une personne, de 2 ou de 10, c'est un travail de centaines et de milliers de personnes. C'est tous les Tchadiens réunis dans cette salle, au nom des autres Tchadiens qui sont des millions, qui, par leur volonté commune, et vous avez suivi les débats, ont décidé que nous allions dans une direction aujourd'hui qui est celle du rassemblement national. C'est indispensable au Tchad. Il faut qu'on se rassemble pour pouvoir travailler. Ça fait des dizaines d'années que les Tchadiens ne sont pas rassemblés et qu'ils ne travaillent pas. Donc, il faut y aller. Et je crois que c'est ça qui nous interpelle le plus. Il faut sortir de certaines phases politiciennes
comme je peux les appeler ainsi, tels que les problèmes d'éligibilité ou d'inéligibilité. Ce n'était pas ça le plus important, parce qu'aujourd'hui, on fait ressortir dans l'opinion que ça, c'est le plus important des problèmes. Non, ce n'est pas le plus important. C'est un des problèmes qu'il pourrait y avoir, mais ce n'est certainement pas le problème le plus important. Le problème le plus important, c'est de nous amener à des élections transparentes. Ça, c'est le travail du gouvernement qui va être mis en place. Le gouvernement de transition doit nous amener à des élections. C'est un impératif. Parce que c'est ça le nœud du problème tchadien. Pour une fois, il faut y aller. Et on ne peut pas exclure quelqu'un de quelque catégorie que ce soit. Je ne sais pas pourquoi un tel ou un tel pourrait être exclu de cette compétition si la loi ne l'interdit pas. Que ce soit quelqu'un qui a été dirigeant de la transition ou pas. Je suis libre d'en parler aujourd'hui parce que moi, je suis de ceux qui ont dit au début que les dirigeants de la transition ne peuvent pas compétir. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que pourquoi on le leur interdirait? Ça poserait d'autres problèmes à notre pays que je n'ai pas besoin d'étaler, on se comprend parfaitement. Mais qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à changer d'avis? Non, mais j'ai changé d'avis, je suis en train de l'expliquer. J'étais en train de vouloir en parler peut-être brièvement, mais je peux maintenant prolonger un peu là-dessus. Comme disait quelqu'un, Kebzabo, aujourd'hui on te prend, on te dit, voilà, tu es président, comment tu vas faire? Je l'ai regardé, j'ai souri. Et c'est ça la réponse. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans notre pays qui sont spécifiques, qui sont ceux qui ont amené l'Union africaine l'année dernière à ne pas nous sanctionner et qui doivent le répéter encore cette année. Je le pense. On ne peut pas sanctionner le Tchad parce que les circonstances sont totalement différentes. D'une part, depuis l'année dernière, ça je l'ai dit, je reviens là-dessus, il n'a pas fait de coup d'État. Il n'a pas été désigné là président parce qu'il est l'enfant de son père. Non, c'est parce qu'il était la branche de l'armée la plus forte. Donc c'est une question de rapport de force. Pourquoi voulez-vous qu'on le sanctionne aujourd'hui? Les raisons pour le sanctionner ne sont pas suffisantes. Sur le principe du droit aussi, le texte a été clair. On ne peut pas interdire à un Tchadien qui en a la capacité de diriger son pays. Mais comme je l'ai dit, il est président de la transition. Il doit mener la transition à son terme et organiser des élections. Des élections qui vont être libres. Et qui vous dit que c'est lui qui va les gagner, ces élections-là? C'est parce que c'est ce que je ne comprends pas un peu dans la réflexion, hein, le mind de ceux qui ne sont pas venus au dialogue, qui jusqu'aujourd'hui encore tirent dessus. Je ne comprends pas que vous disiez en allant au dialogue, non, je ne viens pas parce qu'il y a trop de gens là-bas, ils ne sont pas clairs, ils sont de l'autre parti, ils sont contre moi, je ne veux pas y aller. Mais si nous, on a raisonné comme ça là, depuis 30 ans, on n'aurait été à aucune élection. C'est les mêmes. On voyait bien les troupes du MPS s'organiser et tout contre nous. Elles étaient beaucoup plus nombreuses que nous. On a été les affronter. Et donc, un combattant politique ne peut pas dire comme cela, non, je suis en train de les soupçonner, ces gens-là, ils organisent leur nombre est plus important. Il faut balayer ça dans le revers de la main. Et deuxièmement, je ne suis pas pour évoquer un problème personnel. Il y en a qui ont magouillé là pour dire aussi que quand on a plus de 70 ans, on n'est pas capable de diriger un pays, ce qui est complètement faux. Je suis là devant vous. J'ai toutes les capacités physiques, intellectuelles, morales et autres. L'autre problème d'inéligibilité que les gens ont avancé aussi ne me semble pas du tout tenir la route. C'est le fait d'être juge et parti. C'est vrai qu'on peut prendre cela en considération. Mais si vous avez un gouvernement équilibré, si vous avez un gouvernement dont la tâche c'est de préparer les élections, je ne vois pas comment est-ce qu'un autre pourrait tirer tout le temps les marrons du feu à son avantage. Le gouvernement est là pour équilibrer les choses et amener le Tchad dans l'unité aux élections. S'il est candidat, ce que vous ne savez même pas d'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il était candidat, mais si jamais il devait l'être, pourquoi l'en exclure? Non. C'est la grande question. Monsieur le Président, vous avez suivi le discours d'investiture du président de transition post-dialogue. Comment appréciez-vous ce serment? Surtout le président a beaucoup plus évoqué la question de la jeunesse, la femme et bien d'autres. Est-ce qu'on peut vraiment refonder le Tchad avec la jeunesse et les femmes dans l'ensemble? Il a dit qu'il faut compter dessus. Mais je crois que pour l'essentiel, il faut d'abord qu'on plante un peu le décor. Pour l'essentiel, nous sommes entrés à partir d'aujourd'hui, je crois, dans la refondation. Et je crois que beaucoup de nos compatriotes ne savent pas ce que c'est que la refondation par, entre guillemets, ignorance, ou par mauvaise volonté, ou par le manque même de volonté d'accepter la refondation.
La refondation exige beaucoup de choses. Et si vous écoutez le discours du président, il y en a deux. Si vous avez écouté le discours de clôture et son discours d'investiture aujourd'hui, vous sentez bien que ce monsieur-là, il a compris ce que c'est que la refondation. C'est le changement. C'est les réformes. Les réformes, chaque matin que vous allez vous réveiller, dorénavant, il y a une réforme nouvelle. Il y a une orientation nouvelle. Il faut changer ce pays. Celui qui veut tirer vers le bas pour ne pas changer, mais il est perdant. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller dans les jours à venir comment est-ce que les nominations vont être faites. Elles ont commencé aujourd'hui de façon qui est bonne et excellente. Ça, c'est un signal. Elles vont continuer jusqu'au gouvernement. Elles vont continuer avec le CNT, avec les autres institutions de l'État. Dans les jours et les semaines qui viennent, on jugera la capacité du système de vouloir entrer dans la refondation. Quand vous allez dans la refondation, pour un pays comme le nôtre, comme je disais tout à l'heure, qui ne travaille pas, les gens ne travaillent pas depuis 30 ans. On est là uniquement dans les magouilles, dans les vols, dans les détournements. C'est tout ce qu'on sait faire. Mais s'asseoir, imaginer, travailler, on ne le fait pas. Et là-dessus, justement, si on doit travailler, moi je compte sur les jeunes et les femmes. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans la logique du vol, du détournement, du pillage. C'est une nouvelle génération. Même si une partie de cette génération-là est un peu pervertie, la majorité des jeunes et des femmes que nous avons, c'est extraordinaire. Moi, je les côtoie. Je côtoie les femmes. Je vois ce que les femmes tchadiennes font. Elles sont en avance sur les hommes. S'il n'y avait pas de femmes dans ce pays, le Tchad n'existerait pas. Et je ne le dis pas par démagogie, je le dis parce que j'y crois et je vois ce qu'elles font. Quand vous voyez comment la femme rurale travaille, quand vous voyez un peu toute l'imagination, l'esprit de créativité des femmes urbaines, aujourd'hui, qui sont même à l'international, sans assistance de l'État, c'est les femmes là qui se battent. Et je crois que ça, c'est une leçon qu'il faut tirer. Les jeunes, c'est la même chose. Mais les jeunes sont d'une imagination extraordinaire. Ils sont d'une créativité et d'esprit d'initiative, d'entrepreneuriat extraordinaire. Mais ils n'ont pas la machine qui doit les soutenir pour y aller. Si vous n'avez pas l'État pour vous soutenir, même par les encouragements, vous me direz que les paroles, on ne mange pas les paroles, mais au moins si vous encouragez les jeunes, les femmes à aller de l'avant, je pense que ce pays va changer. Et la transition, là, je suis sûr que si le président prend bien tout cela en main, en 2 ans, le pays là, va être sur la rampe de lancement. Ça, j'y crois. Je ne veux pas dire que le pays va changer. Ce n'est pas vrai, parce qu'il faut du temps. Il faut qu'on élise, dans 2 ans, un président qui en a la capacité, la volonté, qui a la vision, et qui surtout va savoir monter des équipes qui vont travailler. Parce que c'est ça le plus important. Un président en tant que tel, bon, il insuffle, c'est vrai, mais il n'est pas seul. Ce sont ces équipes qui vont se mettre au travail avec le gouvernement, avec toutes les autres institutions. Équipes dans lesquelles, évidemment, dans ma conception aujourd'hui, les femmes et les jeunes vont occuper une bonne place. Et donc, le rapport va être important, voire déterminant, si vraiment on les met dans des conditions idéales de travail, ce que je crois. Mais pour réussir cette transition en cours, qu'est-ce qu'il faut au président de la République? Est-ce qu'il va être encore entouré par de très bons conseillers qui prennent en compte les préoccupations de la jeunesse, la femme, mais il ne faut jamais occulter la vieille école que vous êtes. Mais forcément, moi j'ai rencontré le président un certain nombre de fois. Mais écoutez, moi je l'ai toujours entendu parler de ça. Il insiste toujours sur les jeunes, toujours sur les femmes. Il y croit. S'il n'y croyait pas, il n'y aurait pas eu le quota au CNT de près de 50%. Et lorsque les jeunes font beaucoup de bruit, comme ils l'ont fait pendant le dialogue, ce que je leur reproche, parce qu'ils ont fait trop de bruit. Ce n'est pas parce que vous allez taper sur la casserole du matin au soir qu'elle va se remplir de nourriture. Et donc, les jeunes ont fait trop de bruit, on n'en avait pas besoin. Les jeunes conscients et responsables savent très bien que parfois c'est dans le silence qu'on va réussir. Et je crois qu'on peut s'appuyer sur une jeunesse consciente, une jeunesse responsable, une jeunesse qui en veut. Moi, je l'ai dit pendant les campagnes électorales depuis 10 ans, ou même plus, lorsque nos enfants, après un master, doivent être obligés de faire le moto-taxi là pour vivre, non, c'est un échec. C'est un échec. Mais qui est responsable? La société, l'organisation de la société, qui est mal organisée, mal gérée par le gouvernement. C'est le pouvoir qui est responsable de tout ça. Il faut un pouvoir visionnaire. Notre pays n'est pas particulièrement riche. Nous sommes riches, mais nous sommes riches. Je crois que pour ce que nous avons, pour ce que nous engrangeons comme richesse,
Lorsque l'État, demain, dans la refondation, va décider de récupérer tout le système fiscal en main pour générer les ressources qu'il faut pour la marche du Tchad, ce sera suffisant. Sans compter donc les ressources du sous-sol et autres qui viendront comme additionnelles, comme ressources additionnelles pour nous aider à y aller. Il faut une bonne planification. Je suis désolé, tous les plans que j'ai vus jusqu'ici, moi, ne m'ont pas convaincu. Je crois qu'il faut asseoir les Tchadiens. Il faut les asseoir, et c'est les jeunes qui vont être prédominants là-dedans, et les femmes. Il faut les asseoir pour demander quel Tchad nous voulons. Et ils vont parler le langage vrai. C'est à partir de là que nos planificateurs et autres acteurs de développement vont s'asseoir pour dire, bon, voilà ce qu'il faut pour notre pays. Je ne pense pas qu'il faille absolument s'adresser à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, et ainsi de suite, pour sauver le Tchad. Les Tchadiens eux-mêmes doivent d'abord penser à sauver leur pays avant les institutions internationales. Lorsque nous saurons, nous, ce qu'on veut, les internationaux vont dire, oui, enfin, voilà un pays qui sait ce qu'il veut. On va l'aider. Beaucoup de rumeurs circulent depuis ce matin, comme quoi M. Saleh Kebzabo est pressenti Premier ministre. Vous nous confirmez cela? Laissez la rumeur mourir d'elle-même là où elle doit aboutir. Ce sont des rumeurs, certainement. Mais quand vous dites tout ça, moi, je suis pas forcément bien informé, aussi bien informé que vous, parce que je ne suis pas particulièrement réseau social. WhatsApp, Facebook et autres. Je ne le suis pas beaucoup parce que ça prend beaucoup de temps. Sinon, vous êtes quand même prêt à assumer cette responsabilité? Je suis prêt à assumer n'importe quelle responsabilité que je peux assumer pour ce que Dieu me donne comme capacité d'aider encore mon pays. Si je peux le faire, je le ferai. Et je suis disposé à le faire. Monsieur le Président, parlons un peu de la coopération entre le Tchad et la France, surtout que la France est un peu décriée dans certains pays ouest africains. Quelle est votre position par rapport à cette préoccupation de la jeunesse africaine? Je comprends très bien la jeunesse avec laquelle je vis tous les jours. Nous avons une jeunesse aux abois. Nous avons évoqué la question rapidement tout à l'heure. J'ai parlé des gens de master qui vont faire le moto, qui fabriquent des briques. Et quel autre métier qui n'est pas de leur niveau? Ils ont été à l'école pendant 20 ans, 25 ans d'école, pour se retrouver en train de faire des bas métiers, des petits métiers, et qui sont dévalorisants, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan physique. Ça va durer combien de temps? Je suis le temps libre d'en parler que moi aussi, je vis ce phénomène d'enfants qui sont à la maison. Donc, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs. Et donc, ça nous touche. Ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Tout le problème, il est là. La jeunesse africaine qui est aujourd'hui consciente et qui veut être responsable doit pouvoir s'assumer si elle est vraiment responsable et qu'elle comprend les choses. Mais moi, je ne verse pas dans la facilité. J'entends parler de panafricanistes, et ainsi de suite. Écoutez, nous, les gens de notre génération, là, ça ne nous ébranle pas du tout. Parce qu'on a déjà fait ça il y a 40 ans, il y a 50 ans. La lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, tout ça, on a fait tout ça déjà. Le panafricanisme, on a déjà fait ça depuis 40-50 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se réveiller pour le découvrir. Mais ceux qui le découvrent aujourd'hui le découvrent mal, premièrement, parce qu'ils n'en connaissent pas parfaitement la portée. Deuxièmement, on les manipule avec ça. Il y a une sorte de manipulation très profonde qui se fait derrière, parce que j'essaie de comprendre un peu le mécanisme. Derrière le panafricanisme, il y a une culture qu'on est en train d'inculquer à notre jeunesse pour les désorienter. Mais voilà, les problèmes, en quelques mots, je les ai évoqués. C'est ceux-là nos problèmes. C'est pas la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Russie. Ne déplaçons pas les problèmes. Les Français ne vous ont jamais demandé de voler votre argent et de l'aller le placer chez lui en France. Les Français n'ont jamais demandé ça. C'est les Français qui ont dit de faire ça. C'est les Américains qui ont dit de faire ça. Non. Assumons-nous. Assumons nos problèmes. Ce sont nos problèmes. Asseyons-nous et discutons de nos problèmes. Et cessons de tirer sur la France. France barra, France dehors, France, et puis je ne sais pas quoi encore. Ça ne règle pas le problème. Ce n'est pas ça qui va régler nos problèmes. Et ceux qui, ailleurs, en Afrique de l'Ouest, qui ont un mouvement aujourd'hui qui tend vers cette direction-là, ils n'iront pas loin. C'est de la démagogie inutile, stérile et improductive. Si on veut, aujourd'hui, remettre nos relations avec la France ne va pas nous dire non. L'autre jour, j'ai dit au dialogue, mais les relations avec la France, c'est la refondation.
Lorsqu'on va concevoir la refondation de notre pays, en y mettant tous les mécanismes nécessaires qui vont pouvoir travailler là-dessus, c'est des discussions. Tout à l'heure, j'ai évoqué la Banque mondiale, le Fonds monétaire, les discussions avec l'Union européenne, avec la France, avec les États-Unis. Si nos relations sont déséquilibrées, en d'autres termes, si ces relations-là ne profitent pas à notre pays et qu'elles profitent à d'autres pays ou à d'autres organisations, on les arrête. Je voudrais que nos jeunes reviennent sur le terrain réel, qui est la lutte dans notre pays ici contre tout ce qui nous mine, le vol, le pillage à ciel ouvert, l'abandon des familles, l'abandon des terres, l'abandon de nos richesses. C'est contre ça qu'il faut lutter. Le gouvernement de transition qui va commencer à travailler, immédiatement, il faut qu'il mette fin au conflit intercommunautaire et au conflit agriculteur-éleveur. Il y a des solutions. Tout le monde le sait, il y a des solutions. On va les mettre en œuvre, ça va s'arrêter. Monsieur le Président, vous avez passé pratiquement 45 jours aux travaux du dialogue national inclusif et souverain. Comment appréciez-vous le comportement et la mentalité de vos compatriotes pendant ces assises nationales? Mais vous savez, il faut une bonne dose de patience dans ces situations, pas pour moi seulement, même pour les participants. Mais vous avez vu au total que, il y a des dérapages, il y a des esprits qui se chauffent, ainsi de suite, mais ça, c'est tchadien. Mais c'est le résultat final qui compte. Je constate tout simplement qu'il y a eu beaucoup d'interventions, des milliers peut-être d'interventions, et pas toujours à leur place. Le président du Présidium, Gali, a fait ce qu'il pouvait, de main de maître. Il a pu gérer tout ça de façon parfois autoritaire, mais c'était utile. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à ce résultat final. Mais justement, qu'est-ce que vous attendez exactement, concrètement, de ces gouvernements, du futur gouvernement de transition? Mais le futur gouvernement de transition, pour moi, il ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Tous les problèmes sont connus, beaucoup de solutions sont connues. C'est maintenant une question d'organisation et de méthode. C'est ça le plus important. Lorsque j'étais au CORNIS, c'est ce que je disais le plus. Les Tchadiens manquent d'organisation et de méthode. Si vous n'avez pas ça, vous allez dans tous les sens. Et c'est pour ça que je crois qu'un gouvernement qui a la capacité intellectuelle de reprendre les choses de ce pays en main, et un gouvernement qui est convaincu que c'est le changement qui est le maître mot dans ce pays. Un gouvernement qui sait que, bon an, mal an, c'est la réconciliation. Il faut que les Tchadiens aussi se réconcilient. Mais derrière le mot réconciliation, il y a un certain nombre de thèmes qu'il faut pouvoir développer et qui vont donc faciliter tout cela. C'est le rassemblement. S'unir pour se rassembler et s'attaquer aux problèmes de notre pays. C'est ça qu'il faut faire. Et vraiment, des gens de ma génération, parfois, ils peinent à voir que ça piétine. Il ne faut plus que ça piétine. Il ne faut plus que ça patine. Il faut que les problèmes de notre pays soient pris en main vigoureusement, rapidement, et que vraiment on lance la rampe pour qu'elle commence à rouler 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ainsi de suite. Le Tchad va être ce que moi je pense, ce que je souhaite, un grand pays. Pour moi, le Tchad est un grand pays d'Afrique centrale, qui sera un grand pays en Afrique. Et si on en est convaincu et qu'on en a la volonté, mais ça va arriver dans un terme de 5 ans, tout ça viendra. On va cesser de voler. Je vais vous dire un peu le fond de ma pensée. On va cesser de voler. On va cesser de détourner. On va cesser de piller. On va cesser la concussion. Donc, en un mot, il faut cultiver l'amour de la mère patrie. L'amour de la patrie, l'amour du travail, la disponibilité pour le pays. Ce sont ces fondamentaux-là qu'il faut qu'on retrouve. Et qu'il n'y ait plus de justice dans ce que nous faisons. Qu'il n'y ait plus d'engagement patriotique dans ce que nous faisons. Qu'il y ait plus d'égalité dans ce que nous faisons. Mais je vous assure que dans un terme de 2 ans, beaucoup de tout ça va être fait. Pas tout, mais beaucoup de ça va être fait et remis au gouvernement qui va sortir des urnes. Je vous assure que notre pays va sortir de ça. Ce sera le mot de fin, Monsieur le Président, et merci d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu M. Saleh Kebzabo, président national de l'UNDR, et figure emblématique de la politique tchadienne. Ainsi prend fin l'entretien de la rédaction. Espérons vous retrouver une fois de plus. Au revoir.